On va passer à une présentation des dynamiques de l'écosystème, donc entre ces fameux acteurs qu'on a amplement discuté ce matin. Pour en parler, on a avec nous Lise Gervais, qui est récemment retraitée de Relais Femmes, mais qui a milité et travaillé dans le milieu communautaire depuis la fin des années 70, notamment dans les secteurs jeunesse, de l'éducation populaire et des groupes de femmes. Elle a travaillé à titre d'intervenante, de formatrice, de coordonnatrice, d'évaluatrice, d'accompagnatrice, d'animatrice, d'agente de liaison et de transfert de connaissances et toute autre tâche connexe. OK. Merci Lise d'être avec nous. On a aussi Maude Léonard, qui est psychologue communautaire et professeure en gestion des entreprises sociales et collectives à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Elle travaille avec une perspective critique depuis de nombreuses années sur l'évaluation des retombées sociales, économiques et environnementales des organisations sociales et collectives. Donc, sans plus tarder, je vous cède la parole, mesdames. Donc, bonjour à vous tous et toutes. En fait, je vais essayer de vous brosser rapidement un portrait de comment les choses ont évolué. Et après, Maude va nous présenter une partie de ce qui est ressorti dans la recherche. Le contexte a changé. En fait, pourquoi c'est moi qui fais ça? Parce que je suis vieille et j'étais là. Et c'est pas nouveau la question d'évaluation dans le secteur communautaire, dans les groupes communautaires. À Relais Femmes, en 1990, on diffusait Maintenir le cap, guide d'évaluation pour les groupes communautaires. À la même période, le CFP produisait un guide qui s'appelait Faire collectivement, il me semble, un bilan de nos activités. Donc, la question de qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait les bonnes affaires? De quelle façon on les fait? Puis est-ce qu'on pourrait pas faire mieux? C'est pas nouveau dans les groupes. Tous les ans, on fait un bilan, on fait un rapport d'activité, il est plus ou moins participatif, il est plus ou moins réflexif, mais il y a la vertu d'exister, ce que dans bien d'autres organisations, on ne fait pas. Donc, pour moi, c'est toujours important de poser le fait que c'est pas nouveau, la question de l'évaluation. Ça a pris une dimension particulière avec la reconnaissance des groupes communautaires en santé et services sociaux qui ont donc la loi à l'époque, dans les années 90, reconnaissait les groupes communautaires comme dispensateurs de services. Et le ministre, dans sa grande sagesse, disait à l'époque, on va évaluer les dispensateurs de services. Donc, les groupes communautaires. Hop, branle-bas de combat. C'est quoi cette affaire-là? On va-tu se faire avoir? Bon, vous imaginez. Regroupement, on l'a mentionné tantôt, hein, comment c'est important, les regroupements. La table des regroupements provinciaux a pris sur elle, je ne rentrerai pas dans le détail des acronymes, mais a pris sur elle deux choses. D'ouvrir une table de négociation avec le ministère et de développer un super projet avec le service aux collectivités pour s'approprier ce que c'est l'évaluation. On a travaillé avec deux profs, on a développé à la fois des formations sur l'évaluation, sur la négociation, et on a mené des projets pilotes, dont un avec Concept, dont Sylvie nous parlait tantôt. Cette expérience-là a donné deux publications. Et quelques années plus tard, on a ressenti le besoin de faire un état de situation et c'est le projet ARPEOC, toujours des acteurs communautaires. À ce moment-là, il s'est rajouté, le CFP était avec la table des regroupements provinciaux déjà, mais à part la table des regroupements provinciaux, le CFP, Relais Femmes, le RQAK, avec d'autres profs, pour faire un état de situation. Et maintenant, on s'est posé la question tout récemment, avant la pandémie, hein, c'était juste avant la pandémie, où en sommes-nous? Et là, on a recruté des magnifiques profs. Maude, Sonia qu'on a vu tantôt, toujours avec le CFP, le RQAK et Relais Femmes pour se poser ces questions-là. Une des choses qui est particulière dans ce regard-là,
qui était différent des autres, c'est que là, on a voulu interroger d'autres personnes, d'autres acteurs dans l'évaluation. Les bailleurs de fonds, qui n'étaient pas présents dans les autres. Il y avait eu des petits focus group, des activités, mais pas une enquête aussi systématique avec les bailleurs de fonds. Et les bailleurs de fonds, c'était les organismes gouvernementaux, mais aussi les fondations et d'autres acteurs qui sont super importants, qui sont les hommes et les femmes qui accompagnent les groupes dans leur travail. Donc, vous les avez vus, ils sont présents ici. Donc, ils sont des acteurs importants dans l'écosystème. Aujourd'hui, on a aussi des étudiants, on a des profs. La question de l'évaluation, elle est centrale. Une des choses, puis je vais laisser Maude après nous dire c'est quoi l'écosystème qu'on a pu observer dans le cadre de la recherche. Mais une des premières choses qu'on a appris dans cette démarche, et je reviens avec mon titre, 1990, maintenir le cap. Pour maintenir le cap, il y a la question de l'autonomie des groupes. Il y a pourquoi on fait de l'évaluation, comment on fait de l'évaluation, qui participe à la démarche d'évaluation. Et dans le pourquoi, j'insiste sur quelles sont les motivations à faire de l'évaluation. Je vais y revenir un peu parce que, bon, une vieille qui traîne comme ça, on l'utilise. Fait que je vais revenir en la fin de la journée pour d'autres éléments. Mais il y a quelque chose de central dans ce n'est pas innocent, l'évaluation. Et dès le départ, en 1992, en 1993, on s'est posé la question de pourquoi, et ce pourquoi-là, il se négociait. Et le ministère était d'accord. Il a d'ailleurs développé un cadre de négociation. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent ou qui l'ont déjà vu. Il doit prendre la poussière. D'ailleurs, on aurait peut-être intérêt à le retrouver. Mais donc, c'est quelque chose de vivant qui a bougé, qui s'est transformé, qui prend toutes sortes de couleurs. Et Maude va nous parler de cet écosystème-là qui bouge. Mais là, on va avoir une photo de ce qu'on a vu. Merci. Merci, Lise. Oui. Alors, parler après Lise, hein, c'est toujours en arrivant avec des choses un petit peu plus factuelles, mais en même temps, en ayant écouté tout ce qui s'est dit ce matin, tout ce que je vais vous présenter là, qui est issu des différents constats de la recherche ou qu'est-ce qu'on a pu en retirer le plus par rapport à l'écosystème, hein, qui était notre premier objectif, un peu de brosser le portrait de cet écosystème-là, de savoir de quoi il est fait, de qui il est fait et de comment il s'organise. En fait, c'est ça. C'est toutes des choses qui ont déjà beaucoup été nommées ce matin. Alors, c'est confortant à la fois, mais aussi on voit qu'il y a des choses qui bougent puis qui évoluent, puis qui prennent en tout cas tout son sens avec tout ce que vous avez à amener comme expérience avec les pratiques d'évaluation. Alors oui, un écosystème qui a quand même changé depuis les 15 dernières années. Différents constats qu'on a vus par rapport à l'écosystème dans les 15 dernières années qui ont pu évoluer, c'est une plus grande ouverture des organismes à l'égard de l'évaluation. Alors, des choses qui ont été nommées, hein, qu'il peut y avoir une crainte, l'évaluation, ça fait peur. On est habitué à des termes, on se fait évaluer depuis la petite école. Alors, comment aussi cette approche ou cette ouverture-là à l'évaluation, à poser un regard réflexif et à se réapproprier ce qu'est l'évaluation. On sentait dans les discours, dans ce qui ont été nommés, dans les différents groupes de discussion, puis auprès des organismes qu'on a parlé, qu'il y avait cette plus grande ouverture-là. Là, vous l'avez là, bon, on percevait l'évaluation comme la fin du monde, alors que maintenant on voit que
que c'est présent dans le discours, on en parle de plus en plus. Il reste quand même une chose qui avait été nommée, là, de la difficulté à reconnaître l'étendue des retombées potentielles de l'évaluation. Alors, comment on peut reconnaître que ça a une plus-value ou que ça peut faire partie de nos pratiques plus générales, autant au niveau de notre gestion, de notre organisation, de nos activités, comment ça peut venir. D'ailleurs, je ferai un lien que c'est pas moi qui fais, mais quand même directement qui avait été nommé. Alors, l'année passée, là, ça c'est je vous fais un extrait. L'année passée, un organisme de base qui nous a dit on a volontairement mis un bas de laine de côté pour faire l'évaluation d'un gros projet. Alors ça, je le mets en lien avec une donnée qu'on avait, que 85% des organismes là, utilisaient leurs fonds propres pour faire de l'évaluation. Alors, il y a quelque chose de là dans la reconnaissance de l'importance, de dire se mettre un petit peu d'argent de côté en sachant que ça va être important pour nous pour faire un retour sur les activités qu'on a faites dans notre année. Il y a des choses qui ont été nommées de toute façon, hein, ça fait partie de l'approche aussi, hein, ça fait partie de l'approche d'éducation populaire, du par et pour, de se re-questionner, de poser des regards réflexifs. Alors, on a pu sentir ça. Oui, non, mais j'ai pas... Ben, là, je suis rendue à deuxième. Deuxième constat, la multiplication des actrices et des acteurs de l'écosystème. Si on parlait tout à l'heure de la première mouture de l'étude il y a 15 ans, on parlait de 3 acteurs et actrices. Alors, on parlait des organismes et des regroupements, on parlait des bailleurs de fonds, sans faire de distinction entre les bailleurs de fonds gouvernementaux, là, provinciaux, là, nous, dans notre cas, il n'y avait pas de bailleurs de fonds fédéraux, et les fondations privées et publiques. Les ressources de soutien et d'accompagnement faisaient partie des acteurs déjà reconnus dans la première mouture, mais on a cru bon de rajouter une petite nuance en impliquant les tierces parties. Alors, qui on entend par les tierces parties? C'est des gens qui ont une influence autant sur chacun de ces acteurs-là de façon plus indirecte, mais qui finissent par avoir une influence assez directe. On pourrait parler principalement pour les fondations privées publiques, les donateurs. Hein, c'est quoi leurs attentes à eux? Comment ils peuvent avoir une influence sur les orientations en soi des fondations, puis vers où ils vont porter leur attention ou leurs sous. Et pour les bailleurs de fonds gouvernementaux, bien là, on peut penser, on l'a nommé ce matin, le Conseil du Trésor, hein, qui a un souhait d'efficience et d'allocation des fonds publics au meilleur endroit, de la meilleure façon possible pour que ça puisse rapporter le plus possible. Ce qui m'amenait à vous parler, à l'intérieur de cet écosystème-là de nos cinq différents acteurs, les pressions qui vont être exercées, je vous l'ai nommé, mais qui renvoient aussi à une complexification des exigences. Alors, si on prend en considération ces tierces parties qui sont de manière un petit peu plus indirecte, mais après ça, on va reconnaître la multiplicité de ces acteurs-là qui vont avoir des attentes différentes. On parlait de concepts ce matin. Ils se font financer par environ 7-8 bailleurs de fonds différents. Alors, si chacun et chacune ont des attentes ou des définitions qui sont différentes de ce que c'est l'impact, de ce que c'est la retombée, de ce que c'est leur pratique de reddition de compte, qu'est-ce qui est attendu, bien, on voit que ça peut être difficile de retrouver son latin un petit peu. Alors, comment on se redéfinit? C'est quoi l'impact? Pour un, c'est quelque chose. Pour d'autres, c'est quelque chose. Il y a différents acteurs qui se sont concertés, qui ont une compréhension qui devient commune. Pour d'autres, c'est moins clair. Alors, ça vient aussi jouer sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur le flou entre les pratiques de reddition de compte puis les pratiques d'évaluation. Qu'est-ce qui est attendu? J'ai bien aimé, Mylène, elle parlait de tension. Hein. Je pense que ça renvoie un petit peu à cet élément-là. Autre aspect, bien, quand même, dans les 15 dernières années, on a vu une plus grande ouverture à la création d'espaces de négociation. Alors, merci, Lise. Merci, Lise, et tous tes comparses et collègues et tout ça. Je pense qu'il y a eu un travail très important qui a été fait dans cette reconnaissance-là. Mais ce qu'on comprend, c'est que
c'est une ouverture. Hein. Elle est pas aujourd'hui, on l'a entendu, il y a encore des choses qu'on sent qui est encore présent. Besoin de créer ces espaces-là pour avoir des discussions, des dialogues, mais ça va au-delà du dialogue. Hein. On a un rapport de pouvoir. Il faut pouvoir nommer ce rapport de pouvoir-là. Il faut pouvoir le reconnaître. Puis comment on peut naviguer et dialoguer en reconnaissant ces rapports de pouvoir, ces rapports de force-là aussi. Et c'est pour ça qu'on continue à l'appeler, je pense, à l'issue de nos discussions, qu'on continue à l'appeler des espaces de négociation. Aussi, chose qu'on a pu remarquer, il y a une présence accrue des ressources de soutien et d'accompagnement. Alors, on parle d'une culture d'évaluation, on parle de reconnaître les pratiques d'évaluation, de les valoriser, de les mettre de l'avant, puis que ça peut être structuré. Il y a vraiment des structures et des organisations qui se sont développées pour offrir ces services-là auprès des différents organismes, des regroupements, pour pouvoir les aider, nous aider à se structurer autour de ces attentes-là. Et puis, on a reconnu comme 3 grands rôles mutuellement exclusifs, non exclusifs, non, en tout cas, là, parce que c'est ça, le stress d'être en avant avec un micro. Hein? Alors, en tout cas, ces 3 rôles-là, on peut les avoir tout en même temps. Soit être des gardiennes du plan d'exécution de l'évaluation. Ce qui veut pas dire de faire l'évaluation. Ce qui veut pas dire, là, on n'est pas dans une approche directive. C'est plutôt maintenir le suivi. Tout à l'heure, ce matin, ça a été nommé. Bon, juste me rappeler quand est-ce qu'il faut faire, je pense que c'est Sylvie qui disait ça, quand est-ce qu'il faut faire la réunion? Quand est-ce qu'il faut se voir? On est rendu où par rapport à ce qu'on a à faire? On sait que dans les organismes, hein, ça va vite. On a le quotidien prend beaucoup de place et avec raison, on répond à des besoins importants, des besoins saillants. Alors, l'évaluation, c'est facile de le faire dire, c'est la dernière chose sur ma liste, sauf qu'en même temps, est-ce qu'il peut avoir quelqu'un qui est la gardienne de maintenir les activités? C'est un rôle qui peut être joué. Le rôle de médiatrice dans les négociations. Alors, comment on peut transférer? On sait qu'il y a des vocabulaires aussi différents, des attentes différentes. Comment on peut faire l'espèce de rôle de traduction entre l'un et l'autre et créer des espaces communs, justement, de négociation, puis pouvoir être présent et donner les outils dans ce rapport de pouvoir qu'on parlait tout à l'heure. Et aussi un rôle très important, surtout pas le moindre, un rôle d'ami critique. Alors, comment on peut créer un espace, un climat sécuritaire, un climat de confiance pour pouvoir discuter des choses qui vont bien, mais des choses qui vont moins bien. On parle d'évaluation, mais on va aussi regarder les choses qui vont moins bien, puis on va vivre, on peut être vulnérable à travers ça. Alors, comment on peut recevoir d'une ressource d'accompagnement ou d'une personne qui nous accompagne dans un climat de confiance aussi, des rétroactions un petit peu plus critiques qui vont venir nous confronter, mais qui vont nous faire avancer aussi. Et ça, c'est important d'avoir cet espace-là. Alors, ça revient toujours à dire, de toute façon, ce qu'on retient de l'écosystème, c'est qu'encore, hein, l'évaluation, ça fait partie de l'ADN, ça fait partie de l'approche, ça fait partie de ce qui se passe. Voilà.